Ben voilà. Aujourd'hui, on va voir ensemble donc une révision sur la partie géométrie des masses. Géométrie des masses, c'est un chapitre outil, donc on utilise pour faire les autres chapitres, principalement le chapitre dynamique et le chapitre énergétique. Marie, c'est bon, tu ma fille? Oui, monsieur, oui, Ah oui, oui, ça c'est va. bon. Allez, super, allez, on avance. Hein. Donc, dans ce chapitre, deux notions importantes qu'il faut savoir. Savoir déterminer le centre d'inertie d'un solide ou bien d'un ensemble de solides et savoir déterminer la matrice d'inertie d'un solide ou bien d'un ensemble de solides. Alors, je vais commencer tout d'abord avec les savoirs donc, du centre d'inertie essentiel pour chaque étudiant. Voilà. Alors, tout d'abord, il faut savoir la définition de base du centre d'inertie. Alors, le centre d'inertie d'un système matériel de masse M et de centre d'inertie G est défini par AG est égal à 1 sur M, l'intégrale de AP dm. Ça, c'est valable pour n'importe quel système matériel, même si ce n'est pas un solide indéformable. Le point A, toujours un point quelconque. D'accord? Alors, dans le cas où le système matériel est homogène, alors la distribution massique que vous voyez là-bas, dm, donc en fait, représente l'élément de masse. AP, c'est le vecteur position du centre de l'élément de masse parce que P, c'est le centre de l'élément de masse. P appartenant à E, c'est les bornes d'intégration. Donc, c'est le domaine de définition du système matériel E et M, c'est la masse de votre système. Alors, dm peut être donc en fait si le système est volumique rho dv, si le système est surfacique sigma ds, si le système est linéique lambda dl. Alors, si j'ai un système matériel homogène, alors le sigma ou bien le rho ou bien la masse linéique, de toutes les façons la distribution massique, est la même en tout point. Et du coup, je peux simplifier. Donc, et j'obtiens les modèles ou bien les équations suivantes. Si le modèle est volumique, la relation devient AG est égal à 1 sur V, l'intégrale de AP dV, avec A toujours un point quelconque. Si le modèle est surfacique, AG est égal à 1 sur S, l'intégrale de AP ds, avec A toujours un point quelconque. Si le modèle est linéique, AG est égal à 1 sur L, l'intégrale de AP dl. Alors, ces équations, on les utilise si le système possède une géométrie qui n'est pas vraiment maîtrisable. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment directement déterminer la position de centre d'inertie. Mais par ailleurs, si je vous donne l'exemple d'une tige, une tige, ce n'est pas la peine d'utiliser la formule. Hein. Donc, on connaît tous le centre d'inertie d'une tige. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser AG est égal à 1 sur L, l'intégrale de APDL. Alors, je présente aussi les propriétés. Il y a 5 propriétés. On va mettre l'accent sur la quatrième et cinquième. Bon, pour la première, le centre d'inertie est unique, ça c'est évident. Il n'y a pas un système qui possède deux centres d'inertie. Le centre d'inertie est fixe par rapport à tout repère attaché au système matériel. Ce système matériel est supposé indéformable, sinon ce n'est pas le cas. Le centre d'inertie G est tel que l'intégrale de GPdm est égale au vecteur nul. Ça, c'est évident, ça découle de soi-même de l'équation parce que ici, si vous regardez AG est égal à 1 sur M, l'intégrale de APdm, à un point quelconque. En particulier, si je prends A est égal à G, ça devient l'intégrale de GPdm est égal au vecteur nul. Voilà. Donc, la quatrième qui est importante, qu'on utilise souvent dans les exercices, les problèmes, si le système matériel E de masse M et de centre d'inertie G est constitué par un ensemble de sous-systèmes matériels EI de masse MI et de centre d'inertie GI, alors le centre d'inertie G de l'ensemble est déterminé par la relation suivante. AG est égal à 1 sur la somme de MI fois la somme de MI AGI. Voilà cette relation qu'on utilise. Donc, voilà, toujours à un point quelconque. D'accord? Donc, dans un problème, on vous donne l'essentiel pour pouvoir déterminer ça. Donc, on vous donne la masse de chaque sous-système et la position du centre d'inertie de chaque sous-système. Et vous pouvez très rapidement calculer ça. Alors, autre chose,
Si le système matériel admet un élément de symétrie matérielle, alors le centre d'inertie appartient à cet élément. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet de simplifier le problème. C'est-à-dire, moi, lorsque je cherche un point dans l'espace, j'ai besoin de 3 inconnus. Mais si je décèle la présence d'un plan de symétrie, cela veut dire que le centre d'inertie appartient à cet élément. Et donc, au lieu de chercher 3, je vais chercher uniquement 2. Vous regardez l'exemple suivant. Vous avez le plan XY, un plan de symétrie, et donc le centre d'inertie nécessairement appartient à ce plan, et donc OG égale XGX plus YGY. Donc, cela veut dire que ZG est nul. Au lieu de chercher les 3 inconnus, automatiquement, je peux savoir que ZG est nul. D'accord? Symétrie par rapport à un axe. Si, par exemple, je prends l'exemple suivant, Z est un axe de symétrie, ça se voit ici que Z ici est un axe de révolution. Donc, l'axe OZ est un axe de symétrie. Donc, le centre d'inertie appartient à cet axe, cet élément de symétrie. Et donc, OG égale ZG, Z. Au lieu de chercher les 3 inconnus, donc, automatiquement, la seule inconnue pour moi, c'est ZG. XG égale YG est égal à 0. Je mets l'accent sur l'axe de symétrie ici, Z. Vous voyez ici, donc une notion importante aussi, j'aime bien mettre l'accent dessus, que l'axe X et l'axe Y jouent le même rôle. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire jouer le même rôle? C'est-à-dire, on peut remplacer X par Y. Il n'y aura pas absolument de problème. D'accord? Donc là, j'aurai besoin de ça, surtout donc en fait dans le calcul de la matrice d'inertie. Bon, on avance. Moi, je parle maintenant du centre d'inertie. Symétrie par rapport à un point. Donc, c'est évident, si je prends le problème sphérique, le centre d'inertie est le centre de la sphère. D'accord? Voilà, et directement, XG égale YG est égal à ZG est égal à 0. Alors, pour mieux avancer, donc, on va faire des applications. Et j'ai choisi de faire ces 3 applications. J'ai pris l'exemple d'un demi-disque, un quart de cerceau, c'est pas un quart de cerceau, ça, c'est un demi-cerceau. Je vais corriger ça. Puis, la plaque triangulaire. Bon, pour le demi-cerceau, donc, ce n'est pas un problème classique. On ne connaît pas la position du centre d'inertie. Nécessairement, je vais opter par la forme intégrale. Donc, je vais chercher la position du centre d'inertie. Donc, OY est un axe de symétrie. Donc, le centre d'inertie appartient à OY. J'espère que vous voyez bien donc, le cerceau. Donc, voilà. Alors, je prends un élément de masse DL ici du centre P, défini par dθ. Et puis, donc, en fait, j'applique la formule. C'est un modèle linéique. Donc, un cerceau, c'est un modèle linéique. OG égale 1 sur L, l'intégrale de OP dl. Donc, le dl, c'est important de savoir ça. Il faut aussi savoir déterminer OP, savoir déterminer L et le P appartenant à S pour pouvoir calculer tout ça. Mais il y a une information importante, c'est que OY est un axe de symétrie. Cela veut dire que G appartient à OY. Et là, je vais chercher une seule inconnue, c'est-à-dire OG égale YGY. Donc, DL ici, c'est grand R dθ. Grand R, c'est constante. Il n'y a pas, donc en fait, R, c'est pas variable parce que c'est un cerceau. Et θ varie de 0 à pi. Θ égale à 0 ici. Et lorsque je passe ici, donc ça fait pi. Donc, OP, c'est grand R, ER. Et il faut faire projection ici. Donc, suivant X et suivant Y. Donc, c'est égal R cos θ X plus R sin θ Y. Puis, donc, voilà, puisque OY est un axe de symétrie, donc OG égale YGY. Et voilà, une projection sur l'axe Y permet de déterminer YG. Donc, YG égale 1 sur S. S, c'est 1 sur, c'est pas 1 sur S, 1 sur L, 1 sur pi R. L'intégrale de 0 à pi. La projection de OP sur l'axe Y, ça va me donner R sin θ, voilà, fois l'élément dl, c'est R dθ. Donc, c'est une forme intégrale qu'on peut facilement calculer ça. Ça va donner 2R sur pi. 2R sur pi, pi à peu près 3.
c'est à peu près 2 tiers R. Donc, c'est quelque part ici. Attention, le centre d'inertie, pas nécessairement qu'il appartient à la matière. Hein. ينجم يكون le centre d'inertie موجود في الهواء d'un système matériel. D'accord? Tel que le cas. Là, le centre d'inertie n'appartient pas au cerceau. Il est quelque part ici, donc situé à 2 tiers de R par rapport à O. Voilà, ça c'est l'exemple de demi-cerceau. Je vais passer au deuxième exemple, demi-disque. Demi-disque aussi, ici, on peut, personne ne sait la position de centre d'inertie. Donc, ce n'est pas une tige, ce n'est pas une forme donc, standard. Donc, le demi-disque, il faut absolument opter par le calcul avec intégrale. Alors, OG est égal à 1 sur S, l'intégrale de OPDS. Tout à l'heure, ici, c'est 1 sur L, l'intégrale de OPDL, parce que le modèle est linéique. Pour le demi-disque, c'est un modèle surfacique et ça devient 1 sur S, l'intégrale de OPDS. DS ici, c'est RdR de θ. OP, P, c'est le centre de l'élément de surface DS, c'est égal petit r ER et on fait la projection, ça donne R cos θ X plus R sin θ Y. Avec petit r varie de 0 à R et θ varie de 0 à pi. Notez bien que les deux variables ici sont indépendantes. Chemin indépendante, je peux fixer θ et je fais varier R de 0 à grand R. Je peux augmenter θ ou changer θ à une autre valeur et je fais varier R sur la même intervalle de 0 à R. Ou bien le contraire, je peux fixer R et je prends toutes les valeurs de θ, de 0 à pi. De la même façon, si je change R, je peux toujours prendre les mêmes valeurs de θ. Et du coup, donc, on dit que les deux variables sont indépendantes. Par la suite, lorsqu'on va calculer l'intégrale double, ça devient le produit de deux intégrales parce que les deux variables sont indépendantes. Voilà, la surface est pi r carré sur 2, donc c'est évident, comme vous pouvez calculer l'intégrale de ds. Ça, surtout, vous avez en fait les bornes, vous l'avez déjà défini. Alors, OY est un axe de symétrie, cela veut dire que G appartient au OY, et donc OG égale YGY. Donc, la seule inconnue ici, c'est YG. C'est égal à 2 sur pi r carré. Bon, c'est égal à 1 sur S. La projection de cette équation, 1 sur S, la projection de OP sur Y, ds. La projection de OP sur Y, ça donne R sin θ. ds, c'est R dr dθ. Donc, c'est un calcul simple. L'intégrale double devient le produit de deux intégrales. Donc, c'est 2 sur pi r carré, l'intégrale de 0 à r, r carré dr, fois l'intégrale de 0 à pi sinus θ dθ. Voilà, donc en fait, le calcul donne, c'est 4r sur 3 pi. Pi à peu près 3, 3 fois 3, ça fait 9, 4 neuvièmes de r. Donc, un peu donc inférieur à r sur 2. Bah, c'est logique parce que si je prends une plaque rectangulaire de hauteur R et je retranche cette partie, donc le centre d'inertie va se décaler vers le bas. Donc, c'est logique, il va être inférieur à R sur 2. Ben, toujours, vous essayez de lier les résultats à ce que vous avez comme réalité. Maintenant, si je passe au problème triangulaire, là, c'est un problème qui n'est pas comme les autres. Les deux variables ici ne sont plus donc indépendantes. Ils sont plutôt liés. Qu'est-ce que ça veut dire liés? La position, voilà, l'intervalle de variation de Y dépend de la position de X. Et inversement, l'intervalle de variation de X dépend de la position de Y. Bah, si je prends Y ici, par exemple, donc l'intervalle de variation de X, c'est uniquement cette partie. Mais si je prends Y ici, donc je prends un autre intervalle beaucoup plus important. Ben, là, donc, vous êtes censé vraiment de trouver l'équation qui relie les deux variables. Alors, commençons tout d'abord par la définition. OG égale 1 sur S, l'intégrale de OPDS. ds ici, c'est dx, dy. Ce sont les coordonnées cartésiennes, comme vous le savez, physique. Enfin,
بالنسبة للشابيتر هذايا نتاع جيومتري دي ماس les lacunes, les problèmes chez les étudiants, c'est à ce niveau, au niveau du système de coordonnées ou l'élément de surface, l'élément de volume, les bornes d'intégration, variables indépendantes, variables liées, sachant que jusqu'à le moment, j'ai utilisé une seule formule, OG égale 1 sur M, l'intégrale de OPDM, et ça dépend si c'est volumique, surfacique ou bien linéique. Vous voyez? Donc, il n'y a pas grand-chose à retenir, mais savoir en fait jongler dans ces calculs, donc c'est important, c'est la solution. Hein. Alors, ds est égal, je reprends, OG égale 1 sur S, l'intégrale de OPDS, ds est égal dx dy, avec S c'est égal R fois H sur 2. Ben ça, on est d'accord là-dessus. Maintenant, il y a pas mal de vous qui vont dire, ben voilà, les bornes d'intégration ou bien le domaine de variation de x et y, donc sont les suivants. Donc en fait, x varie de 0 à r. La plupart de vous vont dire ça, x varie de 0 à r et y varie de 0 à h. Et ça, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Vous êtes en train de parler d'une plaque rectangulaire de côté R et H, alors que nous avons une plaque triangulaire, ce n'est pas rectangulaire. D'accord? Donc, les deux variables sont liées. Et la solution est la suivante. Vous cherchez l'équation de la droite, cette droite, delta égale, d'équation y égale h sur r fois x, et on va l'exploiter pour définir les bornes d'intégration ou bien les domaines de variation des deux variables x et y. Alors, si je prends, j'ai deux variantes, deux réponses possibles, je prends x entre 0 et r. Là, j'ai fixé x entre 0 et r. Alors, le domaine de variation de y, c'est de h sur r, x et h. C'est-à-dire, si je vais varier x de 0 à r, et je prends par exemple cette position, alors je vais commencer à partir de la droite jusqu'à la hauteur h. Et donc, le domaine de variation de y varie de l'équation de la droite à la valeur h. Ou bien, je peux fixer y de 0 à h, et dans ce cas, x varie de 0 à l'équation de la droite, r sur h, y. Chaque fois que je fixe y, je prends y est égal à h sur 2. Dans ce cas, x varie de 0 à r sur 2. Vous voyez? Voilà. Donc, comment faire l'intégration? Donc, maintenant, on ne peut plus faire le produit de deux intégrales parce que les deux variables sont liées. Et ça va devenir donc l'intégrale de l'intégrale. C'est-à-dire l'intégrale d'une fonction qui dépend du y, puis je l'intègre encore une autre fois. Ou bien inversement, si je choisis d'utiliser la première donc, proposition. Alors, xg dans ce cas est égal à 1 sur s, l'intégrale de OPDS. Je vais projeter sur l'axe x. Donc 1 sur s, c'est 2 sur RH. L'intégrale de 0 à h, je fixe les bornes constantes. Puis je vais regarder la fonction variable. L'intégrale de 0 à r sur hy, x dx. Je l'intègre, puis je l'intègre encore une autre fois par rapport à y. Donc, c'est égal 2 sur RH, l'intégrale de 0h, r carré sur 2h carré, y carré dy. Ça, c'est un détail. Donc, au bout du fil, je me retrouve avec r sur 3. Voilà. Puis, vous avez yg. Donc, je fais la projection sur y. Donc, 2 sur RH, l'intégrale de 0 à h. L'intégrale de 0 à r sur hy dx. Je l'intègre. Puis, je l'intègre encore une autre fois par rapport à y. Et ça va donner 2 tiers h. Bon, voilà, j'ai pris donc, ces trois exemples qui sont un peu différents pour voir un peu l'application de cette définition, donc la définition du centre d'inertie. Donc, un modèle linéique, un modèle surfacique dont les deux variables sont indépendantes, mais j'ai pris un exemple dont les deux variables sont liées. Bon. Puis, donc, on va passer à une autre application. Une autre application, là, donc, en fait, on va utiliser la propriété. Là, j'ai pris ça du concours 2003. Donc, voilà. Donc, déterminer la position du centre d'inertie de l'ensemble S formé par les solides homogènes suivants. Un disque, le disque, c'est celui-là, de masse M et de rayon R.
une tige de masse mt de longueur L, c'est celle-là, et un cylindre de masse grand M et de hauteur H et de rayon de cercle de base petit r. Voilà. Là, j'ai noté 2A, c'est pas méchant. Hein? Donc, pour déterminer le centre d'inertie ici, on ne va pas utiliser la formule intégrale. Donc, on va utiliser plutôt la propriété qui dit OG égale 1 sur la somme de MI fois la somme de MI OGI. Et là, je me sens obligé de savoir les masses de chaque élément, la masse de chaque élément et la position du centre d'inertie de chaque élément. Là, donc, en fait, c'est très simple. Il suffit de voir le schéma. Le centre d'inertie du disque, c'est confondu avec O. Le centre d'inertie de la tige, c'est au centre. Donc, il est défini, par exemple, OGT, c'est moins EX plus L sur 2Y, je pense. Ainsi de suite. Donc, c'est un calcul très simple. Alors, donc, c'est le résultat. Donc, 1 sur la somme de MI, c'est M plus MT plus M. Et puis, MOO. O, c'est le centre d'inertie du disque. GT, c'est le centre d'inertie de la tige. GC, c'est le centre d'inertie du cylindre, qui sont définis comme ça. Donc, en fait, c'est basique. Donc, en fait, vous regardez le schéma, le dessin. Et puis, un calcul très simple, on se trouve avec ce vecteur OG. G, c'est le centre d'inertie de l'ensemble. D'accord? Voilà. Donc, grosso modo, pour le centre d'inertie. Le centre d'inertie, si je répète, il y a deux façons pour calculer la position du centre d'inertie. On utilise la définition pour des cas particuliers bien déterminés. On ne sait pas déterminer leur position du centre d'inertie. Ou bien on utilise la propriété AG est égal à 1 sur la somme de MI fois la somme de MI AGI. Les problèmes, généralement, que j'ai vus chez les étudiants, c'est au niveau du calcul de l'intégrale, les systèmes de coordonnées, les bornes d'intégration, des choses comme ça, au niveau mathématique principalement. C'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas grand-chose dedans. D'accord? D'ailleurs, ce chapitre, هو من أسهل les chapitres الموجودين في mécanique des solides indéformables. C'est un chapitre indépendant. Vraiment, tu peux le faire même indépendamment des autres. Pour autant, c'est un chapitre outil pour faire les autres chapitres. D'accord? Là, vous ne voyez pas vitesse, vous ne voyez pas donc torseur statique. Donc, c'est indépendant. Alors, on avance. Maintenant, la deuxième notion, c'est la matrice d'inertie. Et pour arriver à la matrice d'inertie, on va parler du moment d'inertie et du produit d'inertie. Alors, d'une façon générale, le moment d'inertie d'un solide S par rapport à un axe delta quelconque, c'est l'intégrale de R carré dm avec R, c'est la distance minimale entre le point P et l'axe delta. Vous savez, la définition de la distance, c'est min des distances. Donc, en fait, c'est la projection orthogonale, en fait, ici. Bien, ça, c'est la définition générale. Et donc, le moment d'inertie, comme vous le voyez ici, c'est dm kilogramme, r carré, mètre carré. Donc, l'unité du moment d'inertie, c'est le kilogramme mètre carré. Donc, toujours, vous pouvez vérifier avec ça. Hein. Alors, je commence avec les moments d'inertie par rapport aux axes d'un repère. Vous savez que chaque solide est attaché à un repère. Et donc, la matrice d'inertie par la suite va être déterminée par rapport au repère attaché à chaque solide. D'accord? Donc, je vais tout d'abord commencer avec les moments d'inertie par rapport aux axes d'un repère. En particulier, le moment d'inertie par rapport à l'axe OX. Le schéma à droite, vous voyez un parallélépipède ici, de côté X, Y, Z. Si je prends l'élément de masse de centre P, donc pour chercher le moment d'inertie par rapport à l'axe OX, vous allez projeter P sur l'axe X, OX, perpendiculairement. Donc en fait, ça va donner donc, la distance R, ou bien R carré qui est égal à Y carré plus Z carré. Ben, j'espère que c'est clair. Donc là, le moment d'inertie est noté par A, c'est égal à l'intégrale de Y carré plus Z carré dm. Toujours on calcule le moment d'inertie par rapport à l'axe OX par cette formule, l'intégrale de Y carré plus Z carré dm. De même, pour le moment d'inertie par rapport à l'axe OY, donc c'est noté par B et c'est égal à l'intégrale
de z carré plus x carré plus z carré dm. Donc, par rapport au y, on enlève y. Par rapport au x, vous ne voyez pas x. Par rapport au z, vous ne voyez pas z. Donc, le moment d'inertie par rapport au z, c'est, on le note par c, c'est l'intégrale de x carré plus y carré dm. Pour les produits d'inertie, par la suite, on va ranger ces moments d'inertie et ces produits d'inertie dans une matrice, dite matrice d'inertie. Alors, le produit d'inertie par rapport aux axes OY, OZ, on le note par D, c'est l'intégrale de YZ dm. Toujours l'unité, c'est le kilogramme mètre carré. Le produit d'inertie par rapport aux axes OZ et OX, donc on le note par E et c'est l'intégrale de ZX dm. Le produit d'inertie par rapport aux axes OX et OY, on le note par F et c'est l'intégrale du XY dm. Bon, comment on a pu ranger ces moments et ces produits dans une matrice? C'est en se basant en fait sur la définition de l'opérateur d'inertie. Donc en fait, l'opérateur d'inertie, ça cette définition est importante. Je n'ai pas voulu vraiment vous embêter avec les détails. Vous pouvez vous-même refaire ça. Donc l'opérateur d'inertie au point O du solide S appliqué à un vecteur U, c'est égal à l'intégrale de OP vectoriel U vectoriel OP dm. Cette définition, cette relation, elle sera très utile après la séance prochaine pour le chapitre suivant pour calculer le torseur cinétique. Alors là, donc, en fait, si vous prenez OP, X, Y, Z, vous prenez U, A, B, C, et vous faites ce calcul de double produit vectoriel, vous allez retrouver la forme de la matrice IO de S, qui est la suivante. La matrice d'inertie du solide S au point O, donc, et dans la base X, Y, Z, s'écrit sous cette forme. A, B, C, moins D, moins E, moins F. Bon, je sais très bien que vous tous, vous savez ça, mais je mets l'accent plutôt sur les deux choses suivantes. Au point O, c'est important, et dans la base X, Y, Z. Cela veut dire que la matrice dépend du point et dépend de la base. Donc, si je change de point, la matrice change. Si je change de base, la matrice change. Maintenant, comment trouver la matrice si je change la base, sachant que je connais la matrice dans une base, autre base connue. Donc, si je prends la matrice d'inertie dans la base B1 et je veux chercher la matrice d'inertie dans la base B2, là, je vais utiliser donc la matrice de passage. P-1 fois la matrice fois P. Sachant que pour nous, toujours ici, donc, on travaille dans des bases donc, orthogonales. Dans ce cas, donc, P-1, c'est transposé de P. Donc, donc la matrice d'inertie dans la base B2, c'est égal transposé de la matrice de passage fois la matrice d'inertie dans la base B1 fois la matrice de passage. Bon, normalement, on ne va pas vous embêter avec ces genres de calculs. Donc, on ne va pas vraiment vous tester dans ces connaissances mathématiques. Donc, mais on parle quand même un peu sur ça. Par ailleurs, si je change de point, là, on va parler du théorème de Huygens. C'est à la fin de ce chapitre, donc je vais présenter ça après. Alors, je vais quand même présenter une application, une plaque rectangulaire, donc de masse M et de côté AB, comme vous le voyez ici dans cette figure. Alors, déterminer la matrice d'inertie. Alors, il vaut mieux qu'on commence par la définition des moments d'inertie. A, c'est égal à l'intégrale de y carré plus z carré dm. N'oubliez pas que cette plaque est dans le plan x, y, donc z est égal à 0, et du coup, donc A égale l'intégrale de y carré dm. B égale l'intégrale de x carré plus z carré, mais z est égal à 0, donc B c'est l'intégrale de z x carré dm. C c'est égal à l'intégrale de x carré plus y carré dm. Et donc une relation qui découle. Il suffit de calculer A et B, je peux déduire C. Donc ça ne veut pas dire vraiment qu'il faut toujours faire comme ça. Si je n'ai pas remarqué ça, ce n'est pas la fin du monde. On peut calculer chaque morceau à part, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. D'accord? Mais c'est important quand même de remarquer ça et ça permet de simplifier énormément le calcul. D'accord? Alors, vous voyez ici dm. dm, c'est quoi? C'est l'élément de masse. Donc, c'est un modèle surfacique. Donc, c'est sigma ds.
Le sigma, c'est la masse surfacique. Le solide est supposé homogène. Donc, la distribution massique est la même. Donc, je peux diviser la masse sur la surface pour trouver sigma. Donc, sigma, c'est M sur AB. Et ds, c'est dx, dy. Avec x ici varie de 0 à A et y varie de 0 à B. Et donc, A égale M sur AB. Donc, ça, c'est sigma. L'intégrale du y carré dx, dy. Donc, voilà. C'est un calcul simple. C'est une intégrale double. Donc, c'est l'intégrale de 0 à A dx, l'intégrale de 0 à B, y carré dy. Je me suis habitué à utiliser une intégrale simple, mais ça, c'est une intégrale pour moi double. D'accord? Voilà. C'est égal mb carré sur 3. mb carré sur 3. Donc, kilogramme, mètre carré, toujours l'unité du moment d'inertie. De même, quitte à remplacer A par B, on trouve que B est égal à MA carré sur 3. Et puis C, ça découle de soi-même, c'est la somme, c'est MA carré plus B carré sur 3. Monsieur, saute, monsieur. Oui, c'est bon. Ça me casse le micro, pour autant, j'ai refusé le demande de prendre. Ben, on continue. Hein. Belé, vous évitez de couper le micro. Donc, il vaut mieux. Voilà, on continue. Hein. Ben, c'est bon, vous sous-toi celle comment? اي monsieur laisse-moi faire. Super. قاعدين تفهموا فيه على خاطر tellement معناتها c'est difficile avec les équations tout ça. J'espère que c'est clair. Oui, clair. C'est clair, monsieur. Ben, ça va. Au bout du fil, je vais vous donner aussi ce document. Hein. Ben, on reprend. Donc, d'où la matrice d'inertie. Donc, on a deux produits d'inertie qui sont nuls. Un produit qui est le F moins MAB sur 4, et puis les moments d'inertie. Pour écrire la matrice d'inertie, il faut mentionner le point et la base. Ça, c'est important. Sinon, vous aurez donc en fait une réduction de la note. Il faut mentionner le point, comme je l'ai dit, et la base pour savoir vous calculer cette matrice dans quelle base. Bon, maintenant, vous savez donc en fait en mathématiques, la diagonalisation des matrices, tout ça. Donc pour nous, la matrice d'inertie symétrique est dans une base orthogonale, donc nécessairement elle est diagonalisable. C'est-à-dire, vous faites donc déterminant de A moins lambda I, vous cherchez ce polynôme, puis vous cherchez les valeurs propres, puis vous cherchez les vecteurs propres. Et donc, la matrice devient, dans la base formée par les vecteurs propres, une matrice diagonale. Super. Donc, nécessairement, puisque c'est une matrice symétrique et dans une base orthogonale, nécessairement, elle est diagonalisable. Et donc, cela veut dire qu'on peut trouver une base dans laquelle la matrice doit les diagonales. Oui, c'est important pour nous. Ça facilite énormément le calcul. Ça, du point de vue mathématique. D'accord? Donc, E1, E2 et E3, c'est la base principale d'inertie qu'on l'appelle, dans laquelle la matrice est diagonale. D'accord? Avec lambda 1, lambda 2, lambda 3, que vous appelez, vous, en mathématiques, les valeurs propres, pour nous, on les appelle les moments principaux d'inertie. Et les vecteurs, ou bien les E1, E2, E3, que vous appelez les vecteurs propres, nous, on les appelle les axes principaux d'inertie. D'accord? Mais on ne va pas faire ce genre de calcul. Donc, on cherche le polynôme, tout ça, donc chercher les lambda i, ainsi de suite. Nous, on va plutôt se baser sur l'influence de la symétrie. Et là, donc, c'est une partie très importante. Donc, par ailleurs, on peut vous poser des questions dessus. Justifier la forme de la matrice. La matrice a cette forme. Donc, l'influence de la symétrie matérielle sur la matrice d'inertie permet vraiment de trouver une matrice simplifiée. Alors, je vais commencer tout d'abord par la symétrie par rapport à un plan. Donc, je vais en particulier prendre le plan OXY, un plan de symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement, le plan OXY, un plan de symétrie?
mathématiquement, si je ne me trompe pas, veut dire que si j'ai un point appartenant à S de coordonnées X, Y, Z, alors nécessairement, il existe un point P' symétrique à P par rapport à ce plan et de coordonnées X, Y, moins Z. D'accord? Donc voilà. Et chaque point est de masse, centre de l'élément de masse dm. Donc, dans ce cas, pour calculer le produit d'inertie E, par exemple, c'est l'intégrale de Zx dm est égale à 0. Pourquoi? Parce que l'intégrale, les bornes d'intégration, je peux diviser ça sur deux domaines. Le premier domaine, P appartenant à S tel que Z positif, et le deuxième domaine, P appartenant à S tel que Z négatif. Et donc, on va trouver deux entités donc opposées. La somme de ces deux entités, c'est nul. De même pour calculer D. Donc, c'est-à-dire chaque produit qui contient Z va donner un produit d'inertie nul. N'oubliez pas que le plan de symétrie, c'est XY. Ah, tiens. Donc là, on dit que l'axe OZ est un axe principal d'inertie. Ça, c'est important. Donc, si le plan XY est un plan de symétrie, donc l'axe perpendiculaire à ce plan, on l'appelle un axe principal d'inertie. Et le moment par rapport à cet axe est un moment principal d'inertie. Là, c'est faux. C'est pas A. Donc, je ne sais pas, c'est pas A, c'est plutôt, ça c'est C, mais c'est pas A, je me suis trompé, c'est plutôt C. Donc, est-ce que je peux corriger? Est-ce que ça c'est C, d'accord, c'est pas A, voilà, d'accord, voilà. Ça c'est C, c'est pas A. Voilà. Ça c'est C, ok. Bon, je me suis trompé. Donc, C, c'est le moment principal d'inertie. Alors, la matrice d'inertie a pour forme, donc, ABC, 0, 0 pour D et F, DE et moins F. Là, donc, en fait, je comprends très rapidement si j'ai un plan de symétrie XY comme plan de symétrie, donc Z est un axe principal d'inertie, cela veut dire que le moment d'inertie par rapport à Z est un moment principal d'inertie, et donc nécessairement elle va être entourée par des zéros, qui ont la valeur propre. 0, 0 en haut, 0, 0 à gauche, et donc c'est un moment principal d'inertie. Là, qui fait, on peut poser la question. Yema 1, je te donne donc la symétrie du problème et je vous demande de me donner la matrice d'inertie ou bien je vous donne la matrice d'inertie et je vous demande de justifier l'affaire. Et là, donc, il faut savoir justifier. D'accord? Maintenant, il y a d'autres possibilités. Ça pourrait être le plan YZ d'un plan de symétrie. Dans ce cas, cela veut dire quoi? Si YZ est un plan de symétrie, cela veut dire que X est un axe principal d'inertie. Et donc, OX est un axe principal d'inertie, donc A est un moment principal d'inertie. Et donc A, c'est une valeur propre. Ça va être entouré par des zéros. Maintenant, si je prends XZ d'un plan de symétrie, dans ce cas, Y est un axe principal d'inertie, donc B est un moment principal d'inertie. Et j'aurai cette forme. On est d'accord là-dessus? Bon, j'espère que c'est clair. Ça, c'est très important. D'accord? Maintenant, si je passe à la symétrie matérielle par rapport à un axe, et j'ai pris l'exemple donc de cette vase. Alors, l'axe OZ est un axe de symétrie matérielle. En particulier, c'est un axe de révolution ici. Notez bien qu'un axe de révolution est plus fort qu'un axe de symétrie. Hein. Un axe de révolution est un axe de symétrie, mais un axe de symétrie n'implique pas un axe de révolution. Un axe de révolution, c'est un axe de symétrie et nécessairement les deux autres axes jouent le même rôle. D'accord? Bon, voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Si j'ai le plan, l'axe OZ est un axe de symétrie, est-ce qu'on peut donner une définition mathématique pour simplifier les choses? L'axe OZ est un axe de symétrie, cela veut dire qu'il est l'intersection de moins deux plans de symétrie. Au moins deux plans, ça pourrait être infinité de plans, dans ce cas, ça va donner un axe de révolution. Bon, dans ce cas, pour l'axe OZ, on remarque clairement que le plan XZ est un plan de symétrie. De la même façon pour YZ. Donc,
si je prends YZ un plan de symétrie, cela veut dire quoi? Que l'axe X est un axe principal d'inertie, donc A est un moment principal d'inertie, cela veut dire que E et F est nul. Voilà, j'aurai donc ces deux produits d'inertie qui sont nuls. Maintenant, si je prends le plan XZ, un plan de symétrie, cela veut dire que Y est un axe principal d'inertie, donc B est un moment principal d'inertie, et nécessairement D et F sont nuls. Et en tout, donc en fait, je me trouve avec tous les produits d'inertie qui sont nuls. Je me trouve avec une matrice diagonale. Et donc, j'ai diagonalisé la matrice en se basant uniquement sur la symétrie du problème. Voilà. Puis là, on peut remarquer que A égale à B, parce que, tout simplement, les axes OX et OY jouent le même rôle. Qu'est-ce que ça veut dire jouer le même rôle? Yani, qui n'est que cette forme, et j'efface X et Y, et je vais vous demander de réécrire X et Y, et je fais tourner ce solide infiniment, puis je vous demande de le faire. Vous allez se tromper, probabilité de 50%. Donc, en fait, les deux axes jouent le même rôle dans ce cas. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, la base X, Y, Z pour ce cas de figure est une base principale d'inertie. Et le tableau suivant donne d'autres possibilités. Si je prends symétrie par rapport à OX, bien évidemment, ici, il faut mentionner que les deux autres axes jouent le même rôle. Donc, j'aurai ABB. Si je prends symétrie par rapport à OY avec les deux autres axes qui jouent le même rôle, j'aurai ABA. D'accord? Voilà. Ben, symétrie par rapport à un point, c'est simple ça. Donc, en fait, les trois axes jouent le même rôle et j'ai trois plans de symétrie et tous les produits d'inertie sont nuls avec les trois moments d'inertie sont égaux. Et donc, on dit que c'est une matrice d'inertie sphérique. A est égal à A est égal à A. Et vous pouvez s'amuser avec le calcul de la matrice d'inertie d'une sphère creuse ou bien sphère pleine. Donc, vous allez une fois trouver 2 tiers de mr carré, 2 cinquièmes mr carré pour les deux cas. Bon. Maintenant, le dernier paragraphe, c'est le théorème du Huygens. Dernier paragraphe, ça permet de trouver la matrice d'inertie définie en un point quelconque à partir de la matrice d'inertie définie au centre d'inertie solide. C'est-à-dire, j'ai la matrice d'inertie au point O, qui est un point quelconque, et la matrice d'inertie centrale au point G, centre d'inertie. Donc là, ça ne marche pas bien. Voilà. Donc, comment pouvoir déterminer IO à partir du UG et inversement? Comment peut-on déterminer IG à partir du IO? Ben, c'est un calcul très simple. Je passe directement à ce que nous avons trouvé. Vous pouvez voir, donc chez vous, on fait les détails du calcul. On trouve A est égal à AG plus MB carré plus C carré. B et C, ce sont A, B, C, ce sont les coordonnées du vecteur OG. Alors, c'est très simple. Vous cherchez le vecteur OG. Ça, c'est très important, OG. Et il faut savoir la masse du solide. Donc, vous passez A est égal à AG plus MB carré plus C carré. A, c'est le moment d'inertie de la matrice définie au point O. UO de S, c'est A, B, C, ainsi de suite. IG de S, c'est AG, BG, CG. Donc, A est égal à AG plus MB carré plus C carré. B et C, c'est YG carré plus ZG carré. Bah, c'est très simple. Donc, A, c'est l'intégrale de Y carré plus Z carré. B, c'est YG, C et ZG. Donc, c'est très simple. Puis B, c'est BG plus MA carré plus C carré, ainsi de suite. Voilà les formules pour pouvoir déterminer la matrice d'inertie. Donc, au point O, point quelconque, à partir de la matrice d'inertie centrale. Voilà, donc ça, c'est les éléments du cours essentiels qu'il faut savoir. Vous voyez, en fait, les deux notions importantes, c'est le centre d'inertie et la matrice d'inertie. Donc, pour le centre d'inertie, il n'y a que deux formules, principalement, on les utilise. Donc, la définition et la propriété. Et pour la matrice d'inertie, donc, c'est la forme générale, donc A, B, C, moins D, moins E, moins F, et comment calculer ces éléments. Et puis, l'influence de la symétrie et aussi le théorème du Huygens. Il faut mettre donc l'accent sur ces choses. Maintenant, donc c'est bon, صوت واصلكم أموركم واضحة فهمتوني شنو حكيت؟ Monsieur?
Oui. Monsieur, il y a le théorème du Guldin, nous نحسبوا به la position du centre d'inertie hors programme. بالنسبة للتيوريم de Guldin hors programme ماهيش vraiment de grande importance. Pour autant, كنت حاطها ليكم باش نحكي لكم عليها ومن بعد je l'ai éliminé pour ne pas vraiment vous embêter par beaucoup d'informations parfois inutiles. فهمتني؟ هذه حاجة الأخرى. Le théorème du Guldin n'est pas utilisé pour déterminer la position du centre d'inertie. Par ailleurs, elle est utilisée dans l'autre sens. D'accord, pour déterminer la surface latérale ou bien le volume. فهمت؟ ماهوش العكس. D'accord, est-ce que tu connais le volume d'un cône? Nécessairement, je te dis non. Donc, par ailleurs, le centre d'inertie d'une plaque triangulaire, tu peux déterminer ça. Et si tu prends une plaque triangulaire et tu fais tourner autour de l'axe, tu vas générer le volume d'un cône et là, tu peux déterminer le volume. فهمت؟ يعني l'utilisation correcte, c'est dans ce sens. Et ça ne va pas vraiment apporter grand-chose, d'accord? Ben, على كل هي de toutes les façons, ماهيش معناتها de grande importance, même si elle est dans le programme. On passe. هي راهو كانت موجودة paragraphe نحيتها pour ne pas vous embêter et vous perturber avec des informations que je trouve moi, c'est vraiment très importantes. Alors, je vous ai donné ce TD qui contient 4 exercices. J'espère que vous avez essayé de faire ces exercices. Donc, je vais essayer de corriger ça avec. Ben, vous voyez clairement l'écran, Mariam. Oui, monsieur. وصوت واصلكم clairement وفهمتوا عليا يعني l'explication pour autant je trouve des difficultés pour vous expliquer à distance. Alors, Ça va, vraiment, monsieur. ça va, surtout c'est une révision donc انتم عندكم déjà background dessus. Alors, géométrie des masses, نبدأ بالتي الأولانية. هذا exercice يمشي مع التي يمشي مع الكور plutôt. TD للكور يعني application directe. J'ai donné un quart de disque et une plaque rectangulaire. فهمت؟ كل واحد عطيتها les propriétés نتاعها. J'aurais dû me poser le problème autrement. شفت؟ لهنا عطيتكم la masse de l'un quart de disque وعطيتكم la masse de la plaque et j'ai donné les dimensions. D'accord? Ben, on avance. Hein? La première question, voilà. La première question, déterminer le centre d'inertie de l'un quart de disque. Donc, on va travailler uniquement sur l'un quart de disque. Tout à l'heure, on a travaillé sur le demi-disque. Donc, on va voir. Hein? Donc, l'un quart de disque, comme vous êtes censé vraiment choisir le système de coordonnées, définir l'élément de surface DS, les paramètres θ ou dr, ou ainsi de suite. Vous faites des projections du vecteur OP, et ainsi de suite. Hein? Donc, c'est un exercice que j'ai donné il y a longtemps, en 2006. Et ce que vous voyez ici, je l'ai écrit en 2006. Donc, voilà, j'ai essayé de profiter pour faire cette révision. Alors, OGD égale, on a nommé ici GD, le centre d'inertie de l'un quart du disque, c'est 1 sur S, l'intégrale de OPDS. Là, c'est un problème. Donc, c'est un modèle surfacique, d'accord? Voilà. Là, je me sens obligé de savoir déterminer OP. Donc, OP, c'est RER. Et puis, je fais les projections. Là, j'ai pas, j'ai pas un élément de symétrie. Pour autant, je l'ai utilisé, moi. Si j'ai pas fait attention, c'est pas méchant. On va calculer les deux composantes et on va retrouver que ces deux composantes sont égales. DS, c'est égal RdR dθ, système de coordonnées polaires. S, c'est pi r carré sur 4. Donc, il suffit de calculer l'intégrale de ds ou bien c'est l'un quart de l'aire d'un disque. Voilà, donc R varie de 0 à R. Pardon, θ varie de 0 à pi sur 2. Donc, les variables sont indépendantes. Et OGD égale XGDX plus YGDY. Mais or, ce n'est pas nécessairement que chaque étudiant remarque ça. Or, delta, la première bissectrice, est un axe de symétrie. Avec ce n'est pas méchant, je vais calculer chaque morceau à part. D'accord? Et cela veut dire quoi? Delta d'équation y est égal à x est un axe de symétrie, nécessairement YGD est égal XGD.
Et il suffit de calculer une seule composante. XGD, c'est 4 sur pi r carré, l'intégrale de r carré cosinus θ dr de θ, voilà les détails. On se trouve avec 4r sur 3pi. Et donc, OGD, c'est 4r sur 3pi, x plus y. Bah, je pense que c'est clair. On avance. Maintenant, déduire le centre d'inertie de l'ensemble. On veut déterminer le centre d'inertie de l'ensemble qui est formé par l'encart de disque et la plaque rectangulaire. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Non. Donc là, vous pouvez très rapidement déterminer le centre d'inertie de l'encart de la plaque rectangulaire. D'accord? OGPR est égal à A sur 2. Bon, ici, A, c'est R. Hein? A est égal à R. A égale R. Parce que j'ai changé un peu l'énoncé, et du coup, donc voilà. C'est A sur 2 X moins B sur 2 Y. Et donc, j'ai le centre d'inertie de l'ensemble. OG égale 1 sur la somme de SI fois la somme de SI OGI. Là, vous n'êtes pas habitué à utiliser ça. Vous êtes habitué à utiliser 1 sur la somme de MI fois la somme de MI OGI. Sachant qu'on peut l'utiliser, hein, parce que j'ai donné déjà les masses. Mais si j'adopte l'hypothèse que j'ai la même masse surfacique pour l'encart de disque et la plaque, aussi je peux utiliser cette relation. Je dis que c'est 1 sur la somme de SI fois la somme de SI OGI. Comment ça? Parce que je peux simplifier par segment en haut et en bas et ça reste uniquement 1 sur la somme de SI fois la somme de SI OGI. D'accord? Ben, c'est un calcul simple, on se trouve avec ça. Ou bien on a une autre réponse si j'utilise 1 sur la somme de MI fois la somme de MI OGI parce que j'ai donné déjà dans l'exercice, l'énoncé, donc les masses. On passe. Alors, déterminer la matrice d'inertie de l'encart de disque au point O et dans la base X, Y, Z. Là, j'ai précisé vraiment. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai pas? Bon, voilà. Oui, donc on va travailler sur l'encart de disque. Donc, on va travailler que sur ça. Alors, vous avez quoi? OX ici et OY jouent le même rôle. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le moment d'inertie par rapport à l'axe OX et le moment d'inertie par rapport à l'axe OY, donc, sont égaux. Puis, vous avez le plan XY est un plan de symétrie. Ah, si c'est un plan de symétrie, cela veut dire que Z est un axe principal d'inertie, donc C est un moment principal d'inertie, et donc hein, D égale E est égal à 0, d'où la forme de la matrice. Donc, la première chose à faire, c'est chercher la forme simplifiée de la matrice d'inertie. D'accord? Donc, on va calculer A, C et F. Voilà. Donc, le modèle, donc, on utilise le système de coordonnées polaires. Donc là, donc, A, c'est l'intégrale de y carré plus z carré dm, mais z est égal à 0, c'est l'intégrale de y carré dm. B, c'est égal à l'intégrale de x carré dm. N'oubliez pas que B est égal à A. Puis, vous avez C, l'intégrale de x carré plus y carré dm, et donc c'est A plus B, c'est égal à 2A est égal à 2B. Donc, a priori, on va commencer par C, parce que le calcul de C est plus simple. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, le x est égal à r cos θ, et y est égal à r sin θ, et du coup, x carré plus y carré est égal à r carré. Puis, il suffit de diviser par 2, je peux trouver A et B. B. Admettons, comme il n'a pas remarqué ça. Donc, il va directement commencer par le calcul de A. Donc, c'est l'intégrale de y carré dm. Il va calculer réellement l'intégrale de sinus carré θ dθ. Là, il va trouver un petit problème, mais le reste, c'est bon. D'accord? Ben, c'est très simple. Donc, ce n'est pas un problème. Au bout du fil, il va prendre beaucoup plus du temps, mais le résultat est le même. Donc là, il suffit de faire le changement de variable. Sinus carré θ, c'est 1 moins cos de θ sur 2, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc, le calcul est simple et facile. Donc, tu t'en sors.
Mais toujours, donc, les moyens qui simplifient, en fait, donc, on essaie d'en profiter. Alors, donc, sigma, c'est ça, donc, en fait, et puis C, c'est 1 mètre carré sur 2, donc, c'est un calcul très simple, vous pouvez refaire ça chez vous. Puis, A égale B, il suffit de diviser C par 2, c'est 1 mètre carré sur 4. Voilà. Donc, on a calculé ici les 3 moments d'inertie. Maintenant, il reste un produit d'inertie qui est, donc, F. F, voilà. F, c'est l'intégrale du x, y dm. Donc, c'est 4m sur pi r carré. On va remplacer donc x, y par e cos theta r sin theta. On se trouve avec cette intégrale. C'est un calcul très simple. Toujours, un habit, je fais ces erreurs souvent. Vérifier à la fin l'équation du dimension. Il faut trouver kilogramme mètre carré. Parfois, on oublie de simplifier. Au lieu de R4, j'écris R3 ou bien ainsi de suite. Donc, je me trompe. Donc, si j'écris 1 mètre sur 2 pi, donc ça, c'est faux. Automatiquement, je peux vérifier, je trouve l'erreur où. D'accord? Voilà. Voilà la matrice d'inertie de l'encart du disque. En avance. Maintenant, je pense qu'on va chercher la matrice d'inertie de la plaque. Voilà la plaque. On va utiliser le système de coordonnées cartésien. Donc, en fait, l'élément de surface est celui-là. Voilà. De centre P, il est défini à X et Y. Donc, voilà. OXY est un plan de symétrie. Et du coup, donc, D égale E égale à 0. Parce que Z est un axe principal d'inertie. Donc, c'est un moment principal d'inertie. Et voilà la forme de la matrice. Super. On va passer au calcul de A, B, ainsi de suite. Alors, voilà. A, c'est l'intégrale de y carré dm. B, c'est l'intégrale de x carré dm. Et puis, C, c'est la somme A plus B. Et puis, F, c'est ça. Donc, le domaine de variation du x et y, ça, c'est important. D'accord? X varie de 0 à A, ça, on est d'accord tous là-dessus. Peut-être il y a un petit problème ici. Pourquoi B et y varie de moins B à 0? Ben, c'est simple, parce que le 0 de y, c'est ici. Donc, ça, c'est le 0 de y. Donc, on commence par moins B pour arriver à 0. Donc, voilà. Donc, c'est un calcul simple, c'est un calcul simple pour trouver finalement la matrice d'inertie de la plaque rectangulaire. En avance. Déduire la matrice d'inertie de l'ensemble. Ben, l'intégrale de f plus g, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Enfin, la matrice d'inertie de l'ensemble, c'est la somme des deux matrices. Mais il faut les exprimer au même point et dans la même base. On est d'accord là-dessus? Donc, c'était le cas. Hein? Et voilà, c'est la somme. Bon, voilà, ça, c'est une application directe du cours pour déterminer à la fois le centre d'inertie et la matrice d'inertie. Et par ailleurs, on n'a pas utilisé le théorème de Huygens ici. Hein? On passe à l'exercice 2. Cet exercice est extrait d'un concours École de l'air. Donc, j'aime beaucoup cet exercice parce qu'il résume tout. Hein? On vous a donné, voilà, donc les solides 1 et 2 de l'éolienne. Ben, le solide 1 n'est pas représenté dans cette figure, hein, mais on vous donne quand même les propriétés, les caractéristiques de ce solide. Le solide 1, c'est posé homogène de masse M1, de centre d'inertie en A, et il admet un plan de symétrie X1, Z1. Alors, sa matrice d'inertie dans sa forme générale est donnée par 1, 1, B1, C1, ainsi de suite, comme vous la voyez ici. On regarde les deux autres données. Pour le solide 2, il est formé par deux solides élémentaires. Un cylindre et une plaque rectangulaire, 2' et 2 secondes. 2', il est caractérisé par une masse M'2 et du centre d'inertie G'2, tel que G2, G'2 est égal moins mu x2. G2, c'est quoi? C'est le centre d'inertie de l'ensemble. Ce cylindre est de hauteur h et de rayon r. Pour le deuxième morceau, c'est une plaque rectangulaire de seconde de masse M seconde 2 et de centre d'inertie G seconde 2 avec G2, G seconde 2, c'est lambda x2. De côté A et B, ainsi de suite, c'est clair. Alors, la première question, donc, simplifier la matrice d'inertie connaissant le plan de symétrie. Alors, l'énoncé, on a dit que AX1, Z1 est un plan de symétrie. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que Y1 est un axe principal d'inertie, et cela veut dire que B1 est un moment principal d'inertie, et donc D1 égale F1 égale à 0. Vous voyez le raisonnement? C'est basique, simple et clair. Voilà la réponse. Le plan AX1, ainsi de suite. Donc, B1 est un moment principal d'inertie. Donc, voilà la forme de la matrice. Il y a vraiment des questions. Souvent, on vous pose ce type de questions. Par ailleurs, on essaie d'éviter le maximum les calculs lourds de la géométrie des masses. N'oubliez pas, la géométrie des masses, la matrice d'inertie au centre d'inertie, le SolidWorks ou le logiciel de CAO, il suffit de créer la forme, un simple clic, tu auras la matrice d'inertie numérique. D'accord? يعني إذا أنا حاسب la matrice d'inertie du pont de Bizert, donc je ne pense pas que j'arrive vraiment à modéliser ça avec, avec des calculs analytiques. Mais par ailleurs, je peux introduire ça comme un modèle de CAO et très rapidement, j'aurai la matrice d'inertie et tout ça. Donc, les calculs lourds, tout ça, donc on essaie prochainement de les éviter parce que l'ingénieur, l'outil donc informatique est à sa disposition et toujours il peut éviter ces genres de calculs. Mais par ailleurs, pour comprendre la forme de la matrice d'inertie du pont de Bizert, c'est important pour savoir l'influence de la symétrie sur la forme. On est d'accord là-dessus? On avance. Alors, déterminer une relation entre mu et lambda. C'est quoi mu, c'est quoi lambda? Mu caractérise G'2 et lambda caractérise G seconde 2. Maintenant, on travaille sur le solide 2'. D'accord? 2', il est formé par deux solides, le solide 2' et 2 secondes. Il est formé par deux solides 2' et 2 secondes, 2' de masse M'2 et du centre d'inertie G'2 et 2 secondes et de masse M seconde 2 et du centre G seconde 2. Là, comment faire pour trouver cette relation entre lambda et mu? Ben, c'est un système composé de deux solides. Alors, le centre d'inertie de l'ensemble, donc on utilise la propriété AG est égal à 1 sur la somme de MI fois la somme de MI AGI à un point quelconque. En particulier, si je prends A est égal à G2, donc ça va devenir G2 est égal à 1 sur la somme de MI qu'on peut simplifier fois la somme de MI G2I. D'accord? Voilà, donc la réponse, c'est une réponse très basique, très simple. 2, c'est égal à 2' plus 2 secondes. Donc, c'est au bout du fil, vous remplacez G2 et G2G seconde 2 par les expressions des deux vecteurs, vous trouvez 1' de mu est égal à M seconde 2 lambda. Ben, en deux lignes, vous répondez sur cette question. Pour le temps d'humeur illisible pour quelques-uns. On avance. La question suivante. Maintenant, on va travailler sur les matrices d'inertie. Déterminer la matrice d'inertie en G'2 de 2' dans la base X2, Y2, Z2. Là, personnellement, je vous invite à représenter la forme du solide. C'est mieux. Comme vous la voyez ici sur le document réponse, vous voyez que j'ai représenté la matrice. Le cylindre. Et j'ai bien représenté les axes. Vous voyez les axes. Donc voilà, c'est au centre d'inertie parce qu'on va déterminer la matrice d'inertie centrale. Là, pour pouvoir vraiment savoir les bornes d'intégration et le système de coordonnées qu'on va utiliser et l'élément de volume ou bien de surface qu'on va utiliser. Alors là, donc en fait, G'2, Z2 est un X2, ça c'est X2, est un axe de symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire? G'2, X2 est un axe de symétrie. Cela veut dire que tous les produits d'inertie sont nuls. Voilà, super. Mais aussi, il y a une autre information, que Z2 et Y2 jouent le même rôle. Et là, ça me permet de dire que B'2 égale C'2. Donc ça, avant de commencer les calculs, il faut vraiment déterminer l'influence de la symétrie sur la forme de la matrice. Donc là, A'2
égale l'intégrale de y carré plus z carré dm, b'2 est égal à l'intégrale de x carré plus z carré dm, et c'2, comme on l'a défini, c'est l'intégrale de x carré plus y carré dm, mais c'est égal à b'2. Donc là, il n'y a pas ni z, ni y, ni x qui est nul. C'est un modèle volumique. dm, l'élément de masse, c'est 1'2 sur le volume, qui est pi r carré h, fois l'élément de volume. Celui-là, c'est l'élément de volume. Donc, c'est r dr dθ fois dx. La base, l'élément de surface polaire, on a de dx, je trouve donc l'élément de volume. Avec r varie de 0, petit r varie de 0, grand R, θ varie de 0 à 2pi, et x, attention, ça varie de moins h sur 2 à h sur 2, c'est pas de 0 à h. Donc ça, c'est très important. Si vous faites de 0 à h, tu vas trouver un résultat faux. Alors, avec la projection, ça va me donner y est égal r sin θ et z est égal r cos θ, en avance. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Voilà, A'2. C'est l'intégrale de r carré dm. Pourquoi j'ai choisi de commencer par A'2? Parce que A'2, c'est l'intégrale de y carré plus z carré dm. Et y, c'est r sin θ et z, c'est r cos θ. Admettons, il n'a pas remarqué ça, il a commencé par C'2. Il n'y a pas de problème. Tu vas retrouver la bonne réponse. Seulement, tu vas intégrer l'intégrale de x carré dm à part, plus l'intégrale de y carré dm à part. Avec y est égal r sin θ, et tu vas te retrouver avec le calcul de l'intégrale sinus carré θ dθ, qu'il faut faire le changement de variable nécessaire, 1 moins cos de θ sur 2, et tu t'en sors. Hein? Mais de préférence qu'on adopte cette méthode. Parce qu'on commence par A'2, le calcul est simple. C'est l'intégrale de r carré dm avec les changements nécessaires. On se trouve avec le calcul 1'2 sur pi r carré h, l'intégrale de r3 dr, l'intégrale de dθ, l'intégrale de dx. Ça va donner 1'2 r carré sur 2. L'unité, c'est kilogramme mètre carré. Super, c'est formidable. Badik. Il y a plusieurs façons pour répondre pour déterminer B'2 et C'2. Je vais calculer B'2, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je vais calculer, parce que B'2 est égal à C'2, je vais calculer cette intégrale. Et donc, je vais le diviser sur 2. C'est l'intégrale de x carré dm. Ça, c'est simple à calculer. Puis l'intégrale de z carré dm. Je vais me retrouver avec l'intégrale de cos carré θ dθ. On va faire le nécessaire pour calculer ça. Ou bien, il y a d'autres qui vont dire, ah, très bien, j'ai B'2 et C'2 qui sont deux moments d'inertie égaux. Donc là, je vais dire que B'2 plus C'2, je vais faire la somme, c'est égal à 2B'2. Ça va me donner de l'intégrale de x carré dm plus l'intégrale de y carré plus z carré dm qui est A'2. Ce n'est pas la seule voie, ce n'est pas la seule réponse. Mais voilà, donc ça vient de là. Donc en fait, B'2 plus C'2 est égal à 2P'2. Et donc c'est égal à 2C'2, c'est égal à A'2 plus 2 l'intégrale de x carré dm. Et vite fait, donc en fait, B'2 c'est égal à 1'2 R carré sur 4 plus l'intégrale de x carré dm. Et là, tu te sens en fait devant le calcul de cette intégrale qui va donner 1'2 h carré sur 12 parce qu'on va intégrer entre moins h sur 2 et h sur 2. Si je me trompe et je fais le calcul entre 0 et h, on va trouver ici 3 à la place de 12 et ça c'est faux. D'accord? Voilà. On avance. Donc la matrice d'inertie est la suivante. Voilà. C'est une matrice diagonale avec B'2 est égal à C'2. Et voilà. On avance. La question suivante. La question suivante, je pense qu'on va chercher maintenant la matrice d'inertie de 2 secondes. 2 secondes, c'est une plaque rectangulaire de côté A et B. On va chercher la matrice d'inertie centrale. Là, on remarque que G seconde 2, Y2 est un axe de symétrie. Vous répondez comme ça. Vous pouvez dire G seconde 2, Z2 est un axe de symétrie. Aussi, c'est un axe de symétrie. Mais aussi, vous pouvez dire aussi que X est nul. X, d'épaisseur négligeable. X est égal à 0 et automatiquement, j'aurai quoi si je prends X est égal à 0?
Donc, non, c'est insuffisant, je pense. Bah voilà, c'est insuffisant. Insuffisant. Voilà, vous pouvez dire X2, Y2 est un axe de symétrie ou bien Z2 est un axe de symétrie. Ou bien, il y a une autre réponse. D'autres étudiants, j'ai rencontré ça une fois, à me dire que le plan Y2, X2 est un plan de symétrie et le plan Z2, X2 est un plan de symétrie. Et c'est une réponse aussi correcte. Bon, Hassilo. Donc, on est d'accord que les produits d'inertie, tous sont nuls. Donc, et on va calculer les moments d'inertie. A seconde de 2, B seconde de 2, C seconde de 2. Il y a uniquement x qui est nul. Donc, du coup, A seconde 2, c'est l'intégrale de y carré plus z carré dm. Et B seconde 2, c'est l'intégrale de z carré dm. Ainsi de suite. dm, c'est quoi? C'est l'élément de masse. Donc, l'élément de masse, je vais choisir ici l'élément de masse. Voilà. De centre P. Il est situé à x et y. Voilà. Et dx, dy. Donc, voilà. C'est segment ds. Ça, c'est segment m seconde 2 sur AB, puisqu'il est supposé homogène. dy, dz. Voilà. Donc, avec y varie de moins a sur 2, et z varie de moins b sur 2, b sur 2. Donc, voilà le calcul. Tout calcul fait, on se trouve avec cette matrice d'inertie. Ben, je pense que c'est un calcul basique simple. Voilà, toujours vous vérifiez l'équation dimension, toujours c'est en kilogrammes mètre carré. D'accord? Voilà. Alors, la matrice d'inertie en G2 du solide de... Ah, voilà. Maintenant, on demande la matrice d'inertie de l'ensemble. Mais où? On demande la matrice d'inertie au centre d'inertie de l'ensemble. Ah, alors que les deux matrices ne sont plus exprimées dans G2. Elle s'est exprimée en G2 secondes. Oui, celle-là s'est exprimée. Ben voilà, s'est exprimée au point G'2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut appliquer Huygens. Il faut vraiment transférer les deux matrices d'inertie au point G2, sachant que on connaît G2, G'2 et on connaît G2, G seconde 2. On applique le théorème de Huygens. Ben, c'est pas compliqué, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Alors, la matrice d'inertie de 2, c'est la somme IG2 de 2', IG2 de 2 secondes. Mais là, un point d'interrogation parce qu'on ne connaît pas ces deux matrices. Donc, on va appliquer Huygens. En se basant sur G2, G'2, donc c'est égal moins mu x2, cela veut dire que x G'2 est égal moins mu. X, ça veut dire, enfin, A. Donc là, le moment d'inertie au point G2, AG2 est égal à G'2 plus la masse fois YG'2 au carré plus ZG'2 au carré, donc ça reste la même. Par ailleurs, ici, on va rajouter ce terme, 1'2 mu carré. De même, on va rajouter ici 1'2 mu carré. Et il n'y a rien ici, ça ne change plus rien parce que vous avez un produit avec 2 zéros. Maintenant, vous avez XG'2, YG'2 et ZG'2 qui sont nuls, automatiquement, ça va donner 0. Ou bien toujours, l'axe X2 reste un axe de symétrie. Donc, de même pour 2 secondes. Donc, 2 secondes pour le moment d'inertie par rapport au point G2. Donc, ne change plus. Mais par ailleurs, les deux autres, on va rajouter 1 seconde de lambda carré. Ça vient d'où? Parce que vous avez G2, G seconde 2 est égal lambda x2 est égal x. Ça veut dire xg seconde 2 est égal lambda. Bon, voilà, beaucoup d'équations. J'espère que vous arrivez à saisir ça et à comprendre ce que je viens de dire. En avance. Bon, voilà. Maintenant, l'exercice numéro 3. J'adore beaucoup cet exercice. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est une autre philosophie qu'il faut vraiment aussi savoir. Vous avez une roulette ici. Une roulette, c'est quoi? Ici, c'est un disque plein et on va créer 4 trous. Un trou central, celui-là, d'accord? Et 3 trous équirépartis. Celui-là, T1 par exemple, celui-là 2 et celui-là le troisième.
Donc, ils sont répartis sur un cercle de rayon 3R. Le disque est de rayon 5R et chaque trou est de rayon petit r. La masse de la roulette, attention ici, c'est la masse de la roulette, c'est-à-dire la masse du disque avec les 4 trous. Lorsqu'on a retranché les 4 trous. Donc on trouve que c'est à une masse M. Déterminer son moment d'inertie par rapport à l'axe IAZ. J'ai amélioré la question. Je vous ai dit, montrer que le IAZ de la roulette est égal à 13,5 m². Alors, regardez comment faire. Donc, voilà. IAZ de la roulette, c'est égal à IAZ du disque plein, moins IAZ du trou central, celui-là c'est trou central, moins 3 IAZ de T1. En fait, moins IAZ de T1, moins IAZ de T2, moins IAZ de T3. Mais IAZ de T1 est égal à IAZ de T2 est égal à IAZ de T3. Pourquoi? Parce que pour calculer IAZ de T1, je vais appliquer Huygens. Et pour appliquer Huygens, je vais calculer IAZ, par exemple, I, par exemple, ici, je vais dire O1. Donc, IAZ de T1, c'est égal à IO1 de T1 plus la masse du T1 fois la distance au carré. Cette distance xg au carré. Donc, ça va me donner 3R au carré. Si je passe maintenant au trou T2, je vais dire IAZ de T2, c'est IO2 de T2 plus YO2 au carré plus XO2 au carré fois la masse. Mais YO2 au carré plus XO2 au carré, ça va nous donner 3R aussi. C'est cette distance. D'accord? Et du coup, cette distance, donc on peut dire directement c'est 3 IAZ de T1. Donc, si je répète, IAZ de la roulette, c'est IAZ du disque. Là, je me sens obligé de calculer le moment d'inertie du disque plein. Je retranche par la suite le moment d'inertie du trou central parce que ça diffère du trou T1, moins 3 IAZ de T1. Maintenant, comment calculer IAZ du disque plein? IAZ du disque plein, vous savez le disque. Donc, on peut calculer ça à côté. Donc, le moment d'inertie, ça va me donner 1 m² sur 2 pour un disque simple, comme celui-là. Donc, je trouve que c'est 1 m² sur 2. IAZ. Donc là, je vais l'appliquer. Ça, c'est la masse. Comment ça? Parce que sigma, c'est la masse surfacique, fois la surface. Pi fois 5R² fois, donc, ça c'est, si je retranche voilà, sigma fois, ça c'est la masse, R² fois R au carré sur 2. Voilà, c'est correct. Ça c'est la masse fois 5R au carré qui représente ce rayon, d'accord, sur 2. Voilà. Ça va me donner 625 sigma pi R4 sur 2. Si vous vérifiez, vous allez trouver ça en kilogrammes mètre carré. Sigma, c'est kilogramme par millimètre carré. Fois millimètre 4, ça va me donner kilogramme millimètre carré. Bien. IAZ du trou central, c'est la masse qui est sigma pi R carré fois R carré sur 2. Donc, c'est sigma pi R4 sur 2. Maintenant, IAZ du trou 1, je vais appliquer Huygens. Donc, je calcule le moment d'inertie IO1Z de T1, c'est sigma pi R4 sur 2 comme ce moment d'inertie. Mais je rajoute plus la masse fois xg au carré, donc fois 3R au carré. Ça va me donner ce résultat, sigma pi R4 sur 2 plus 9 sigma pi R4. Alors, tout calcul fait, on trouve, voilà. Ben, pour avancer, il faut calculer sigma. Sigma, c'est égal à la masse de la roulette divisée par la surface de la roulette. La surface de la roulette, il faut retrancher les 4 trous. Donc, c'est 25 R carré moins 4 R carré. Donc, c'est M sur 21 pi R carré. Alors, IAZ de la roulette, c'est égal à sigma pi R4. Donc, on fait le calcul. Tout calcul fait, c'est 567 sigma pi R4 sur 2. Si on remplace sigma,
par m sur 21 pi r carré, on trouve que c'est égal à 13,5 m r carré. Voilà. J'espère que c'est clair. Non, il me reste l'exercice, le dernier exercice. Ça, c'est un système solide, plateau, enfin, il est composé de deux plaques. Donc, une plaque contenue dans le plan XZ et une deuxième contenue dans le plan YZ. Et chaque plaque est caractérisée par des dimensions, donc voilà, 61 de dimension AB et 62 de dimension CB. Les deux plaques présentent la même masse surfacique sigma. Alors, la première question vous demande de chercher la position du centre d'inertie de l'ensemble. Là, dans ce problème, je n'ai pas donné de masse. Et là, vous êtes vraiment censé appliquer la formule 1 sur la somme de SI fois la somme de SI DGI, parce qu'ils présentent la même masse surfacique. D'accord? Donc, là, c'est sigma en haut, et on va simplifier, ça reste la 1 c'est la somme de SI fois la somme de SI DGI. Et donc, c'est très simple. Donc, cette plaque, c'est A fois B la surface, l'autre, c'est B fois C, et puis, donc, voilà, tout calcul fait. C'est A carré sur 2A plus C, ainsi de suite. Vous vérifiez toujours l'équation de dimension, ça, c'est une distance, et ça, c'est une distance. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, justifier cette forme, c'est-à-dire, parce que je pense que j'ai donné la forme de la matrice, et j'ai donné une forme diagonale. Alors que réellement, si vous regardez ici, personnellement, je n'ai pas remarqué ça. Hein. Donc, je n'ai pas trouvé un axe de symétrie, mais par ailleurs, j'ai trouvé que je peux faire la somme de deux matrices diagonales est une matrice diagonale. C'est-à-dire, si vous regardez la plaque 61, j'ai l'axe X1, X6 est un axe de symétrie, donc c'est une matrice diagonale. Si vous prenez la plaque 62, j'ai Y6, un axe de symétrie, ça va donner une matrice diagonale. Et si je fais la somme de deux matrices diagonales, donc c'est une matrice diagonale. Voilà la seule réponse que j'ai. Donc c'est une réponse un peu différente parce que, par rapport à ce que nous avons vu dans le cours. Donc UD de 6, c'est la somme de deux matrices. DX6, c'est un axe de symétrie, donc elle est diagonale. DY6, c'est un axe de symétrie, donc cette matrice, la matrice est diagonale, et donc nécessairement la somme est une matrice diagonale. Voilà, on avance. Déterminer la matrice d'inertie de la plaque 61 au point D dans le repère R6. Donc 61, voilà. Donc on a calculé la matrice d'inertie d'une plaque, mais cette fois-ci donc dans une autre configuration. Vous voyez l'origine de repère. Voilà, on essaie de voir. Donc, c'est une matrice diagonale. A1, B1, c'est 1. Voilà, A1, c'est l'intégrale de Z carré dm. B1, c'est la somme des deux. C1, c'est l'intégrale de X carré. Dm, c'est sigma dx, dy. Dz, voilà, c'est correct. Et puis, donc, X varie de 0 à A et Z varie de moins B sur 2 à B sur 2. Super. Voilà, vous terminez le calcul. Donc, A1 est égal, voilà, tout calcul fait, c'est sigma AB cube sur 12. Sigma, c'est kg par mètre carré fois mètre carré, voilà, kg par millimètre carré fois millimètre 4, donc ça va donner kg mètre carré, voilà. Bon, enfin. C'est 1, donc ça va donner sigma A3B sur 3, et puis B1, c'est la somme, vous faites la somme. Enfin, je pense maintenant, c'est clair. Donc, il suffit de s'entraîner davantage sur ces genres de calcul. Hein. Oh, maintenant, c'est les chapitres, c'est ce chapitre. Ah. Déterminer la matrice d'inertie de 62, donc au point D, donc 62, voilà. Donc, en fait, aussi, c'est une plaque, mais c'est un peu différent par rapport à l'autre, je pense. Donc, A2, B2, C2, il suffit d'exprimer les trois moments d'inertie. Et puis, voilà, donc B2, on a commencé par B2, puis on va calculer C2, et puis on va déduire A2. Voilà. Donc B2, ça donne sigma C B3 sur 12. C2 égale sigma BC3 sur 2, et puis vous faites la somme. Bon.
les détails du calcul. Vous essayez de vérifier ça chez vous. Donc, voilà. Et puis, déduire la matrice d'inertie de l'ensemble. Ah non, déduire le moment d'inertie du plateau par rapport à l'axe. Pourquoi, en fait, ici, je cherche le moment d'inertie par rapport à l'axe DZ0? Parce que ce plateau va pivoter autour de cet axe. Et là, donc, en fait, je n'ai pas besoin des autres moments d'inertie. Là, lorsqu'on va passer au calcul dynamique et énergétique, j'aurai besoin que de ce moment d'inertie. Donc, C6. D'accord? Voilà. C'est pour ça que j'ai demandé C6 c'est égal à ça. D'accord? Voilà. Ah, voilà, donc, fin de cette partie, de ce chapitre. Donc, voilà, en résumé, on a vu ensemble quelques éléments du cours qui sont les éléments les plus essentiels. Et puis, voilà. On a fait le TD. Voilà. Oui, donc, vous êtes libre. Essayez de poser des questions si vous voulez.